Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter en quelques mots pour vous dire que ce n'est pas tant ma personne qui compte, mais plutôt le rapport filial que j'entretiens avec cette circonscription que je brigue aujourd'hui. Je suis chirurgien urologue, installé à Nevers depuis 1992, où j'exerce à la Polyclinique du Val-de-Loire comme chirurgien généraliste dans un premier temps, puis, avec le recrutement de nouveaux praticiens dont je me suis particulièrement occupé, je consacre maintenant la totalité de mon activité à la chirurgie urologique. À mon arrivée, la clinique comptait 4 chirurgiens, 2 viscéraux et 2 orthopédistes, tous installés dans des vieux bâtiments dépassés par les normes que quelques-uns d'entre vous ont bien dû connaître. Il fallait évoluer, assurément, entreprendre ce vilain mot qui nous vaut souvent dans ce pays, une volée de bois vert. Avec une équipe resserrée, volontaire, nous avons envisagé la construction d'un nouvel établissement. Nous avons pourtant mis de longs mois à réunir les fonds suffisants pour construire cette nouvelle clinique que vous connaissez peut-être maintenant. Et ce nouvel établissement moderne est sorti de terre en pleine ville, proche de ses patients. Elle a attiré de nombreux praticiens et nous avons plus que triplé l'effectif de chirurgiens dans un contexte de diminution du nombre des praticiens libéraux en France. Vous voyez qu'il est donc possible d'attirer des talents à Nevers, contrairement à cette fatalité qui évoque volontiers ceux qui président à vos destinées depuis si longtemps, depuis trop longtemps. L'activité augmentant, il a fallu recruter également du personnel et nous avons actuellement un établissement qui compte près de 200 personnes, employés, soignants administratifs et personnel d'entretien. C'est pour nous un motif de fierté de donner du travail aux gens de ce pays qui nous a instruits et qui nous a portés, et à ce département qui nous a accueillis. Nous avons même tenté à une époque de racheter la clinique du Nohain à Caunes, transaction qui n'a pas pu se faire. Avant ma vie nivernaise, j'ai mené une carrière de médecin militaire que j'ai terminée comme chef du service d'urologie à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à Paris. Cet hôpital est fermé depuis par Hollande, qui n'a jamais supporté les pôles d'excellence qui pouvaient encore exister en France. Lui qui n'a jamais en fait supporté la saine émulation, le travail et la persévérance, lui préférant les bons sentiments humanistes, la sacro-sainte égalité. Il y a pourtant les sans-dents et les autres, souvenez-vous. Les sans-dents et les autres. Vous en avez tous pris conscience, la promotion ethnique et les contorsions sur la richesse supposée de la France en lieu et place du travail et du mérite a abouti gaillardement, dans tous les cas à la seule égalité qui vaille, c'est-à-dire dans la médiocrité. Reçu au difficile concours d'entrée à l'école du service de santé des armées à Lyon, à l'âge de 17 ans, et sitôt engagé au service de nos soldats, il n'est nul besoin d'un dessin pour vous dire ma vocation, chevillée au corps, à servir le pays. Je suis le fils d'un militaire de carrière brillant, passé de la condition humble de soldat de 2e classe à celle de colonel. Mon père a terminé sa guerre de 39-45 à Berchtesgaden. C'est même en Allemagne que je suis né, au hasard des mutations. Le service de la France est donc à la fois une tradition et un héritage familial. Un héritage désintéressé même, tant il est vrai que le service du peuple et du pays n'aboutisse que rarement à la fortune. Le gain étant éloigné, le seul honneur leur est proposé avec l'amitié de tant de soldats, disait Ambroise Paré, l'illustre premier d'entre nous pour parler des premiers chirurgiens aux armées. Comme médecin militaire, j'ai été amené à servir à peu près partout dans le monde et je fus même l'un des derniers médecins à exercer dans un pays d'Afrique resté français, le territoire français des Afars et des Issa, devenu depuis République de Djibouti. Grâce à ce passage, je peux porter avec fierté le titre de criminel contre l'humanité, comme l'estime notre actuel président de la République, en parlant de la colonisation française en Afrique. Je n'avais pourtant pas cette impression en donnant mon sang pour sauver un petit enfant djiboutien d'une iso-immunisation Rhésus ou avant simplement de pouvoir l'opérer. En effet, en raison de croyances religieuses ou coutumières, les parents refusaient la plupart du temps de donner leur propre sang pour sauver leur enfant. Cette méconnaissance de ce qu'a été la présence française en Afrique, de la part du plus haut personnage de l'État, ne manque pas d'être consternante. Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas commis de crimes contre l'humanité. Nous avons fait reculer la maladie, nous avons fait avancer l'agriculture, l'éducation, les droits des femmes, nous avons construit, aménagé, organisé les ports, les routes, les voies ferrées, les aéroports.
nous avons transformé avec des gens de bonne volonté le désert en terre arable, même si ce ne fut pas toujours idyllique. Nous n'avons en tout cas pas mérité les qualificatifs qu'imposent aujourd'hui de jeunes révisionnistes incultes, avides de se donner bonne conscience ou de se victimiser afin d'obtenir des réparations sonnantes et trébuchantes pour l'éternité au nom d'ancêtres qu'ils n'ont même pas connus. Mais alors, me direz-vous, quelle est la signification de mon engagement politique? Il faut savoir que de tout temps, j'ai contesté les ordres absurdes, les consignes délétères, ce qui m'a valu quelques remarques, et encore maintenant, dans ma pratique de tous les jours. J'exhorte mon personnel à ne pas obéir aux ordres cons, qui choquent le bon sens, qui vont à l'encontre d'efficacité, des valeurs humaines et médicales qui nous animent. La plupart de ces ordres sont donnés par des gens qui ne connaissent rien, voire qui ne veulent rien connaître des problèmes qu'ils s'efforcent de résoudre. Cette remarque vaut bien évidemment pour tous ceux qui nous gouvernent depuis très longtemps. Vous avez remarqué qu'à chaque élection présidentielle, on se prend à regretter le président précédent, et ce depuis De Gaulle. Cette remarque vaut aussi bien au plan local. Vous voyez ces candidats qui ont mené depuis 30 ans notre département à la désertification, à la désindustrialisation, à la paupérisation. Eh bien, ils se représentent, sans honte. Ils sont très forts pour vous expliquer qu'il s'agit d'un contexte national, international, et qu'ils n'y peuvent rien. Mais alors, s'ils n'y peuvent rien, pourquoi se représentent-ils? J'ai peur que l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République nous fasse regretter Hollande, ce qui serait proprement consternant. M'engager en politique pour un seul mandat, le temps semble venu parce que les décisions des derniers gouvernements, depuis une trentaine d'années, vont trop souvent dans le mauvais sens, contre le bon sens lui-même. Ce bon sens est justement la marque de fabrique pour Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez son discours sur la proximité, sur l'économie, sur les relations internationales. Ce discours qui part des besoins de terrain, qui prend en compte les intérêts de la France et de ses habitants, et pas celui de quelques multinationales, souvent en collusion avec nos dirigeants. Son discours m'a plu, et je me suis rapproché de lui pour gagner l'investiture de son parti lors de ces législatives. Oh, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points. N'oublions pas que Nicolas Dupont-Aignan est issu lui aussi de l'ENA. C'est un vrai technocrate. Mais il a déjà le mérite de s'être frotté aux difficultés immenses que sont celles d'un maire d'une petite commune. Il reste attaché à des notions d'économie qui ne me paraissent pas suffisamment libérales. De plus, je crois avec Einstein qu'on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. De Mélenchon à gauche aux Républicains à droite, tous ces candidats à l'élection présidentielle ont participé peu ou prou au déclin de la France et aux problèmes que nous rencontrons actuellement. Est-ce qu'on peut parler en effet de bon sens pour ne reprendre que les errements du dernier quinquennat? Ainsi, pour prendre les résolutions nécessaires face au terrorisme qui frappe l'Europe, toutes les solutions de bon sens ont été écartées par les socialistes. Au cours d'un bref moment de lucidité, un député UMP proposait en juillet 2016 de permettre le contrôle d'identité par les policiers nationaux. Ceci a été refusé par le pouvoir socialiste. Expulser du territoire national les étrangers condamnés. Qui d'entre vous cela choque-t-il? Refusé. Supprimer toute prestation sociale aux terroristes et à leurs familles. Ce serait inhumain? Refusé. Le contribuable moyen se trouve ainsi à subventionner son propre meurtrier. En France, c'est possible. Interdire le financement des lieux de culte par des puissances étrangères? Refusé. Revoir la loi sur la légitime des défenses des policiers? Refusé. Fermer les mosquées salafistes? Refusé. Les officines distillant la haine de la France ont de beaux jours devant elles. Supprimer la suppression des réductions de peine automatiques pour les individus condamnés pour terrorisme? Refusé. Vite, qu'ils puissent recommencer. Revoir la politique extérieure pour lutter avec la Russie contre l'État islamique? Refusé. La déchéance de nationalité pour des terroristes paraît être une solution évidente. Je ne sais pas si elle vous choque, moi pas. Elle a été mise de côté par la classe gouvernante. La seule solution envisagée, la plus politiquement correcte face au meurtre des policiers, reste la remise de la breloque à titre posthume.
On peut parler aussi du bilan économique de Hollande. Pour des motifs de politique extérieure, celui-ci rompt les contrats qui liaient la construction navale française à la Russie. Il refuse la livraison de 2 bateaux prépayés pour des problèmes de guerre intestine à l'ex-URSS, où la France n'avait rien à gagner, sinon à prendre des coups. On ne saura jamais le prix exorbitant de cette décision qui a pu coûter au pays. On sait que des marchés militaires avec l'Inde ont été rompus, et il n'est pas interdit de penser que les deux phénomènes soient liés. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir combien de Français sont prêts à mourir pour la Crimée, pour l'Ukraine, pour le Donbass. La France, devenue un petit pays aux dirigeants ridicules, n'a plus les moyens de sa fanfaronnade et ignore surtout ses vrais amis pour mieux se soumettre à ses ennemis. Nicolas Dupont-Aignan, maire, dit « Chaque fois que je prends une décision, je cherche à savoir si elle est bonne pour ma municipalité, pour ma commune. » De la même façon, il a promis de s'interroger sur son programme. « Chaque fois que je prendrai une décision, je m'efforcerai de savoir si elle est bonne pour la France. » On peut dire que les gouvernements précédents ne se sont jamais posé la question. Ils préfèrent câliner quelques intérêts financiers privés, dont la plupart ne siègent d'ailleurs pas en France, ou câliner un système politico-religieux qui se dit notre ami. Il vaut mieux éviter de froisser tout ce monde, on ne sait jamais. On sait depuis Bossuet que Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et toute la classe politique, largement complice de nos malheurs, s'en est allée défiler piteusement en pleurant des larmes de crocodile après les attentats terroristes. Ces attentats que seul leur laxisme judiciaire exposé précédemment et la non-protection de nos frontières ont permis. Nous avons aujourd'hui le choix entre les références à nos grands auteurs classiques ou à celles de Terra Nova. Trouvons notre force dans les écrits de ceux qui ont inspiré une France qui mérite qu'on se batte pour elle. Macron a gagné la présidence. Il a réussi à rallier à lui une partie de la pseudo-droite, à recaser les vieux chevaux de retour du MoDem, à garder avec lui des personnalités socialistes, à débaucher enfin quelques personnalités de la société civile en mal d'emploi. Et alors, devons-nous pour autant baisser les bras, lui signer un chèque en blanc en lui permettant une majorité quasi dictatoriale à l'Assemblée? Pouvons-nous le laisser aussi hégémonique que cette Europe mal faite qui n'a de cesse de nous imposer ce qui, explique-t-elle, est bon pour nous, ce qui en réalité nous ruine à petit feu? Ce président-là n'aura de cesse de nous inféoder à l'instance internationale qu'il a propulsée, là où il est, avec la complicité de l'ensemble des médias, des personnalités qui ont la parole dans ce pays. Ça ne vous interpelle pas, vous, une telle unanimité autour d'un personnage que personne ne connaissait il y a 3 ans? Relisez les discours de la campagne présidentielle. Qu'y voyez-vous? Rien. Des généralités grandiloquentes, de ces phrases comme seul un énarque peut en pondre, vides de sens, mais qui sonnent bien, tout en disant tout et son contraire. On a du mal à imaginer ce que va pouvoir être la politique qui en découlera. Après ne jamais avoir dit les choses clairement, le président peut se permettre tout et n'importe quoi si d'aventure les gens du peuple, nous, ne s'organisent pas en un contre-pouvoir grâce à leurs élus de terrain. Nicolas Dupont-Aignan est le candidat de la clarté, de la restitution du pouvoir aux Français, avec en particulier l'exercice du référendum d'initiative populaire, cher à nos amis suisses. Il était aussi le candidat de l'ordre, cet ordre nécessaire et bienveillant, garant de notre sécurité et de nos libertés, cet ordre indispensable pour que nos concitoyennes puissent se promener sans crainte, même à Chapelle-Pujol, tout un quartier de capitale où désormais elles n'ont plus accès autrement qu'en rasant les murs. À gauche, on appelle ça le vivre ensemble. Traduction, la soumission pure et simple, comme l'a décrite Houellebecq. Le vivre ensemble, c'est cette conception gauchiste usée jusqu'à la corde qui explique aux femmes d'ici qu'elles doivent rallonger leurs jupes et ne plus sortir seules afin de respecter les autres cultures. Nicolas Dupont-Aignan est également le candidat du travail, du mérite, de ces notions qui ont complètement disparu de préoccupation de ceux qui nous gouvernent depuis trop longtemps. Enfin, cette justice sociale, qui ne peut que rassembler les Français, est battue en brèche par les privilèges, en particulier ceux que se sont attribués les élus de la République. Le pillage des caisses de retraite du privé par le secteur public n'a fait que diviser profondément les Français et décourager les plus travailleurs, dont 20 à 30 000 quittent le pays chaque année pour d'autres contrées.
La recherche d'un paradis fiscal n'existe que parce qu'il y a un enfer fiscal. C'est la France actuelle. Vous me direz qu'une fois élu parlementaire, si on ne fait pas partie d'un groupe, il est difficile d'infléchir la politique du gouvernement en place. Il est bien évident que malgré la division des Français lors des dernières présidentielles, le rejet unanime de la caisse dirigeante au pouvoir depuis tant d'années, au cours des 2 primaires, de droite et de gauche, où les favoris ont été éliminés sans ménagement, a été évident. Dès lors, on peut espérer, lors de ces législatives, un sursaut populaire qui sera un garde-fou à la politique menée par Macron et ses nouveaux amis. Les élus de Debout la France auront pour objectif constant de moraliser le monde politique, d'essayer d'infléchir la politique européenne pour remplacer l'Union européenne par une communauté des États européens, comme c'était initialement prévu. Il faudra également lutter pour redonner à la France une certaine idée d'elle-même, rude tâche lorsqu'on a un président qui ignore même qu'il existe une culture française. Il ne l'a jamais rencontrée, dit-il. Il aura réalisé un très beau parcours scolaire sans jamais lire Victor Hugo, sans jamais s'extasier sur un Monet ou sur un Rodin. De qui se moque-t-on? Qui peut croire cela? Il faudra ensuite essayer d'instituer, comme l'avait proposé Nicolas Dupont-Aignan dans un autre domaine, un grand partenariat entre la France et l'Afrique, gage de l'arrêt de l'immigration arabo-africaine vers le nord. Il faudra également préserver l'indépendance du pays en donnant à nos armées des moyens supplémentaires, moyens qui ont été diminués de façon drastique, tant par Hollande que par Sarkozy. Dans une logique qui leur est habituelle mais qui demeure incompréhensible pour les Français, ils n'ont pas hésité dans le même temps à augmenter les tâches de nos troupes, en France, mais aussi outre-mer. Nous ne voterons de loi que celles qui enrichiront la culture et le patrimoine, la sécurité et la justice, celles qui amélioreront la cohésion nationale, la laïcité et la maîtrise de l'immigration. Une France forte, enfin, ne peut se concevoir que si l'économie est équilibrée. Il faudra donc créer des emplois en redonnant aux entreprises un maximum de liberté. Elles redeviendront ainsi capables de créer des millions d'emplois. Pour ce faire, il faudra simplement s'opposer aux syndicats actuels, arc-boutés sur leurs privilèges, plus utiles aux dirigeants syndicaux qu'à ceux qu'ils ont pour mission de défendre. La France a toujours été un pays agricole, et ce tissu d'activité dans nos campagnes est indispensable non seulement à la production vivrière, mais aussi au maintien des paysages qui font de la France un des plus beaux pays du monde. Non seulement l'autosuffisance alimentaire est la pierre angulaire d'un développement économique prospère, mais le caractère naturel et rural fait régulièrement de la France le premier pays visité par les touristes, et il faut bien entendu veiller à ce que cette place perdure. Enfin, la France ne peut être forte qu'en se tournant vers l'avenir, et l'avenir dépend essentiellement de l'instruction publique. La destruction régulière de l'école par les pédagogistes de tout poil, élaborant une véritable fabrique de crétins, comme l'a écrit Jean-Paul Brigelli, a fait disparaître l'excellence de l'éducation nationale, et les classements PISA qui se suivent voient se dégrader d'année en année le niveau de l'enseignement national. En réalité, le niveau ne baisse pas, il s'effondre. Les motivations de cette dégradation programmée sont effrayantes. Il est en effet plus facile de diriger des crétins que des gens instruits et formés au raisonnement. Plus facile aussi de rester au pouvoir et de promouvoir l'entre-soi par l'instauration d'une petite aristocratie lettrée, détentrice du pouvoir qui matraque sa bonne parole à des Français dépourvus de toute capacité de contestation. Longtemps délégué de la Caisse autonome de retraite des médecins français, alors dirigé par Gérard Modrux, un nom dont vous entendrez parler, je m'efforcerai au cours de la prochaine mandature d'essayer de réformer le système des retraites français. Faut-il pérenniser le système par répartition auquel semblent très attachés les Français? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faudra que pour chaque euro épargné, celui-ci donne à toutes les catégories de travailleurs la même retraite. Le président actuel s'y est d'ailleurs engagé et nous surveillerons de près l'application de ses promesses. On imagine pourtant mal la classe politique actuelle remettre en cause ses privilèges, dont Mélenchon et plus localement Gaëtan Gorce et quelques autres profitent largement. En tant que médecin ayant passé la moitié de sa vie dans le secteur public et l'autre moitié dans le secteur privé, je serai à même d'équilibrer avec bon sens et dans la recherche constante de l'efficacité la répartition des moyens entre l'hôpital public et le secteur privé et la médecine libérale.
j'ai été à même de constater les dérives que subissaient les hôpitaux publics et même militaires. En quelques années, j'ai vu passer le nombre de surveillances de services de 1 par étage qui comprenait 4 services, à 3 surveillantes par service. C'est-à-dire que l'effectif des surveillantes a été multiplié par 12 en quelques années. L'inflation des petits chefs guette. Le manque de crédit de l'hôpital public n'est qu'une conséquence de cette dérive technocratique qui nuit aux finances publiques, mais surtout à l'efficacité des équipes soignantes, plus sommées aujourd'hui de rendre des comptes de chaque petit geste que de soigner et de servir les patients. J'ai la faiblesse de penser que dans un hôpital, dans une clinique, celui qui n'approche pas le malade, celui qui n'est pas capable de lui rendre service directement, ne sert pas à grand-chose. Je ne méconnais pas pourtant le caractère indispensable d'une structure administrative, bien évidemment, mais celle-ci doit être au service exclusif du médecin, donc du malade. Depuis 25 ans que je suis installé en libéral, par la grâce des normes et des règlements divers, dont beaucoup sont inutiles, voire néfastes, la même dérive touche maintenant le secteur privé. Comme nous ne sommes pas éternels, nous avons dû vendre notre établissement à un grand groupe de santé. Depuis, ma clinique a été incapable de recruter un seul chirurgien supplémentaire, mais elle a vu l'équipe administrative se gonfler de façon démesurée et se renforcer le pouvoir des surveillantes, ce qui est improductif, voire néfaste. Nous vivons là l'effet systématique de la centralisation, du flicage permanent, et qui ne se traduisent par la disparition programmée de la confiance, qui était le gage de la possibilité de travailler ensemble, sans perte ni de temps, ni d'énergie. Dans un autre domaine, passionné d'aviation depuis de nombreuses années, j'ai pu mesurer la même dérive que celle que j'avais notée pour la médecine. La multiplication des normes, des obligations administratives, permettent à des fonctionnaires souvent incapables de garder le contrôle sur les ateliers d'entretien des avions. Et là aussi, cette manœuvre est improductive. On a vu disparaître les ateliers de maintenance pour la petite aviation, et Nevers n'a pas été épargné par ce phénomène favorisé par l'intransigeance des inspecteurs du travail. Un ouvrage récent de quelques dizaines de pages, intitulé « Qualité mon cul », la lettre, pas la formation anatomique, explique cette dérive destinée pour les non-sachants à garder le pouvoir sur ceux qui savent, sur ceux qui font. Et j'ai peur que l'équipe gouvernementale actuelle, essentiellement composée d'énarques, bien qu'il y ait une tentative d'ouverture sur la société civile, ne pérennise cette dérive délétère où la caméra de surveillance remplace la confiance, où la paperasse remplace le dialogue entre professionnels et usagers, et par laquelle l'ignare peut commander à celui qui sait. Il faudra aussi lutter contre la dérive des comptes publics qui doivent revenir à l'équilibre et non pas au déficit de 3%, pourtant inatteignable depuis de nombreuses années. On ne peut diminuer cette dette qu'en diminuant les dépenses et non plus en augmentant les impôts qui sont en France les plus importants du monde. Enfin, un domaine où la France est championne. Pour remplir une baignoire, vous n'ouvrez pas le robinet à fond, la première chose que vous faites, c'est de fermer la bombe. Savez-vous pourquoi les organismes prêteurs continuent à prêter à la France à des taux dérisoires alors que la dette ne s'élève pas à 2 000 milliards d'euros, mais à 5 200 milliards d'euros, si l'on rajoute à cette dette officielle les retraites des fonctionnaires et assimilés, des corps affiliés, la RATP, la SNCF, les fonctions territoriales. Retraite non provisionnée. Aux États-Unis, une telle pratique s'appelle faire du Madoff et mérite 300 ans d'emprisonnement. En traversant l'Atlantique, cette même méthode devient le système de retraite que tout le monde nous envie. De qui se moque-t-on? Eh bien, on continue à prêter à la France parce que face à ces 5 200 milliards d'euros de dette, l'épargne des Français, votre épargne, est de 12 000 milliards d'euros. Cela veut dire qu'après les lois européennes de janvier 2016, et transposées en droit français sous le nom de loi Sapin, les banques créancières de l'État auront le droit, en cas de faillite publique, à la grecque par exemple, de se rembourser sur vos comptes personnels. Cette date n'est pas si éloignée. Les limites à partir de laquelle les banques pourront ponctionner les comptes sont actuellement de 100 000 euros. Cela ne touche qu'une partie infime de la population, et cette mesure, si elle devait exister, s'apparente à un vol pur et simple, elle ferait sans doute une fausse joie à 95% de la population.
Mais ceux-ci ne perdent rien pour attendre. Il est bien évident qu'une fois opéré ce premier prélèvement malhonnête, les mêmes n'hésiteraient pas à descendre les limites à 50 000 puis à 30 000 euros, ce qui va toucher beaucoup plus de monde. Nous avons l'habitude des impôts nouveaux en France. Vous en avez l'habitude, n'est-ce pas? Ce dispositif de ponction est dès maintenant légal. Ne pensez pas une seconde que le monde politique actuel hésitera à employer de tels expédients. Pensez-vous qu'il faut avoir une morale bien établie pour oser se voter de telles lois, pour offrir en gage l'argent du travail des électeurs, pour payer la dette d'une mauvaise gestion de la part de quelques-uns? Une enquête sur la retraite des parlementaires montre que ceux-ci se sont particulièrement soignés au moment du calcul de leur pension. Cela explique sans doute le nombre de candidats à cette élection. Candidats pour la plupart plus intéressés à conserver leur prébende que mus par l'intérêt supérieur de la nation. Pour ma part, abandonner un travail que j'aime, qui me rapporte plus que ce que me rapporteront mes émoluments de député, procède donc d'un calcul tout différent. La tentation pour moi de quitter le pays, comme le font tant de Français aisés, fortunés ou désireux d'entreprendre, pourrait être très grande. En effet, devant l'absence de décision susceptible d'améliorer la situation depuis 40 ans, je pourrais essayer de quitter définitivement la France, cette patrie que j'ai servie, avec honneur et fidélité. Mais je crois encore à la possibilité de faire bouger un peu les lignes, tout en ayant peur que dans le contexte actuel, cela demeure un vœu pieux. Le socialisme, disait Churchill, c'est la philosophie de l'échec. C'est le prêche de la haine. C'est le credo de l'ignorance. Et c'est l'évangile de l'envie. C'est encore, disait De Gaulle, de grandes idées avec l'argent des autres, ou la générosité qui s'arrête avec la fin de l'argent public, comme le pensait Margaret Thatcher. C'est bien du socialisme dont est mort une certaine France, un socialisme à visage multiple. Mais pour simplifier, si l'on veut bien admettre qu'un État est socialiste, lorsque l'État vole plus de 40% du PIB, nous sommes socialistes dans ce pays depuis 1976, c'est-à-dire 2 ans après l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir. Souvenez-vous que le dernier budget équilibré date de 1972, par le même ministre des Finances, toujours Valéry Giscard d'Estaing. Depuis, les prélèvements obligatoires n'ont fait que croître et augmenter. Un pays communiste, et lui un pays où l'État vole plus de 50% du PIB. Et nous sommes actuellement à plus de 57%. Nous sommes donc l'un des derniers pays communistes du monde. Le communisme, ça peut marcher. S'il y a des frontières étanches, comme à Cuba ou en Corée du Nord. Nous sommes en France, et nous, on a fait très fort, puisqu'on a fait du communisme à l'intérieur et de la mondialisation à l'extérieur, avec une perméabilité complète des frontières. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ce pays survive s'il offre à son ouvrier français un SMIC à plus de 1 000 euros, alors que le SMIC est dans le reste de la plupart des pays du monde autour de 150 à 200 euros? Dès lors, la seule façon d'améliorer les choses est donc soit de fermer les frontières, et j'ai bien connu ce monde fermé, où pour passer de Berlin-Ouest à Berlin-Est, il fallait traverser Checkpoint Charlie, et où l'on passait sans transition en quelques mètres de l'Europe du XXe siècle à l'Europe de la fin du XIXe, de la Mercedes rutilante à la Trabant poussive et polluante, des supermarchés achalandés aux pauvres vitrines quasiment vides. Soit l'autre solution, attention, je vais dire un gros mot, c'est de libéraliser l'économie. Les quelques tentatives d'amélioration de la compétitivité se sont heurtées une fois de plus au syndicalisme borné, véritable frein à tout changement. Dans ces conditions, je m'étonne d'ailleurs toujours que les communistes de chez nous représentent presque 20% de la population. Alors, le manque de connaissances, la jalousie de celui qui est plus riche parce qu'il s'est mis aux études et au travail sont peut-être un début d'explication. Parmi les plus riches d'entre nous, les hommes politiques représentent une caste au-dessus du peuple, vivant de lui, négligeant les principes de base de la démocratie pour se permettre de rester aux postes alléchants qui sont les leurs. Vous voyez que le travail de parlementaire ne va pas manquer dans les années qui viennent, quand j'ai peur que l'équipe actuellement au pouvoir, entièrement tournée vers les banques, vers la mondialisation, vers la disparition des patries, ne nous rajoute encore des malheurs aux malheurs. Ce n'est qu'en votant pour des partis d'opposition, de droite, même s'il n'y a aucun parti libéral en France, que l'on arrivera peut-être à modérer leur action délétère pour la patrie. Après 5 années passées à subir Hollande, qui a su gérer la France avec le succès magistral que l'on sait,
après la fracture sociétale provoquée sournoisement par Taubira pour complaire à une minorité sexuelle qui n'en demandait pas tant, après l'écrasement fiscal des classes moyennes annoncé et brillamment réalisé, après la diabolique invasion migratoire et tous ses débordements, après des années de laxisme judiciaire où délinquants et criminels sont mieux traités que les victimes par une garde des sceaux, toujours haineuse de la France et revancharde d'une histoire révisée et frelatée, après un interventionnisme militaire tous azimuts, associé pour faire bonne mesure dans la démence à une gestion restrictive et calamiteuse du budget de la défense, on en a déjà parlé, après les odieux bains de sang islamistes sur notre territoire, après 5 années d'erreur, de mépris, de provocation de la part d'un des pires chefs d'État que la France ait connu, et qui se targue avec culot de la laisser dans un meilleur état que celui dans lequel il l'a trouvé. Après donc toutes ces années, on ne peut que souhaiter que les 5 prochaines années soient moins pires. Il faut donc voter pour des parlementaires qui sauront s'opposer à des dérives européistes et mondialistes, peut-être encore plus graves. Enfin, un programme électoral est comme un sac à dos. Plus il est lourd, et moins longtemps on le porte. Et si ma seule ambition en me présentant à cette élection était de pouvoir défaire un certain nombre de lois, ou comme le propose Agnès Verdier-Molinier, chaque fois que l'on proposera une loi d'en défaire 2, voire 10. En effet, l'empilement des lois fait de notre législation quelque chose d'incompréhensible, de non logique, de non productif et de stérilisant pour toute tentative d'action ou de progrès. Les pays communistes dont je parlais plus avant se caractérisent toujours par un parti unique, une caste omnipotente qui tient tous les pouvoirs, tous les rouages, tous les médias. Ne laissez pas votre pays devenir un pays de partis uniques, construit autour des 2 anciens partis majoritaires aujourd'hui accoquinés autour d'un jeune énarque sorti de nulle part, ou plutôt si sorti de ses bureaux feutrés, lointains, où l'on ne parle que l'anglais des affaires. Portez à l'Assemblée des gens qui vous ressemblent et qui sauront tracer un autre chemin que celui par lequel tout ce que le pays compte de spécialistes autoproclamés veut vous emmener à marche forcée. Les derniers sondages montrent que les équipes Macron représentent plus de 30% des intentions de vote. Quand le peuple a plus peur du changement que de la catastrophe, comment éviter la catastrophe? Avec Macron, comme il l'a promis, attendez-vous à voir débarquer plus de migrants lors de ce second semestre d'année 2017 que pendant l'ensemble du quinquennat précédent? Attendez-vous à voir une hausse massive de la CSG des salariés, des retraités, des commerçants, des artisans et des petits patrons, comme annoncé dans le programme? Attendez-vous à voir toujours plus de travailleurs détachés d'Europe et embauchés dans nos entreprises sans payer les charges auxquelles sont soumises les travailleurs français? Attendez-vous à voir toujours plus de terrorisme sur notre territoire? Attendez-vous au règne des voyous et des bandits? Attendez-vous aux lois sociétales comme la GPR, la PMA, la discrimination positive et le voile partout? Votre salut, notre salut, est au bout de nos convictions communes pour notre pays et son histoire, au nom duquel nous devons envisager autre chose que le statut de région du monde. Je sais pouvoir compter sur vous et je vous remercie de votre attention.